Il n'était qu'un jeune policier parmi tant d'autres, jusqu'au jour où il a sauvé la fille d'un homme qui possédait plus que la ville. La rue sentait la pluie retenue. Les pavés brillaient sous la faible lumière des réverbères et les passants pressaient le pas, pliés par la froideur d'un soir de novembre. Malik avait ses mains dans les poches de son blouson, le badge à la ceinture, le regard qui calcule et mémorise, numéro d'immeuble, sortie de secours, visage qui ne correspondent pas. Il aimait cette partie de la ville pour sa vérité brute, les vitrines modestes, les scooters garés en bataille, le petit marché où la vendeuse de fruits appelait les clients par leur surnom. Le bruit s'est détaché d'un instant, un cri étouffé, puis le fracas d'un étal renversé. Malik n'a pas hésité. Les jambes se sont mises en mouvement comme si quelqu'un d'autre avait pris son corps. Il a traversé la rue en une poignée de secondes. Deux silhouettes, une jeune fille au bord du trottoir et un homme au visage caché par un bonnet, qui a poussé la jeune fille vers la chaussée. Un geste brusque, maladroit. Elle a violemment heurté la rambarde, le corps penché, un pied qui glisse. Il n'y a pas eu de lutte longue, il y a eu l'instant précis où Malik a attrapé le poignet de la fille. Ses mains étaient fermes, professionnelles, mais il sentit la petite chose que chaque intervention lui rappelait, la fragilité d'un corps entre les doigts d'un étranger. La fille a lâché un sanglot, puis un rire sans joie. Ses cheveux, noirs comme l'encre, étaient collés à ses tempes par la pluie naissante. Elle portait un manteau trop grand, un sac d'étudiant pendu à l'épaule. Sur sa joue, une ligne rosée, brusse à peine visible. Elle aurait pu tomber, rouler sous le tram, se retrouver piégée entre le métal et le bitume. Malik l'empoigna, la maintenait, sentit ses genoux vibrer d'adrénaline. L'homme au bonnet avait déjà reculé, la foule avait retenu son souffle. Malik ne posa pas de questions. Il a laissé la jeune fille reprendre son équilibre, a vérifié qu'elle pouvait marcher. Elle hocha la tête, trop pâle pour parler. Puis une voix profonde a coupé l'air, détendue et étrangère au fracas. « Merci ». La voix appartenait à un homme qui venait d'arriver, escorté d'un chauffeur qui tenait une porte de voiture ouverte. Le manteau était cher, la montre visible, mais le visage portait cette fatigue que l'argent n'efface pas. Ride au coin des yeux, regard calculateur mais toujours capable d'animation. L'homme s'est approché avec la démarche de quelqu'un habitué à ce qu'on le soigne, pas à ce qu'on le remercie d'avoir été témoin. Sa main s'est tendue vers Malik sans trop de cérémonie. « Je m'appelle Pierre Moreau », a-t-il dit. « Merci encore. Vous avez été rapide. » Rapide, oui, mais Malik ressentait autre chose dans ce geste, une curiosité contenue. La fille, debout, regardait son père d'un air mêlé de soulagement et d'embarrassé. Elle a murmuré seulement « Papa, ça va, vraiment ». Le père a déposé un regard sur elle qui n'était pas seulement protecteur. Il y avait ce mélange d'orgueil et d'inquiétude que l'on voit chez ceux qui n'ont pas appris à être proches autrement que par le contrôle. Il a incliné la tête vers Malik, un geste qui donnait l'impression qu'il cherchait à inscrire ce nom dans une liste invisible. « Appelez mon bureau demain », a-t-il proposé. « Nous aimerions vous remercier proprement. Un déjeuner, peut-être » Malik a senti l'espace autour de lui se rétrécir d'un coup. Invité par le père d'une fille qu'il venait de sauver, un geste de reconnaissance, oui, mais aussi une porte ouvrant sur un monde très différent du sien. Sa vie était faite de postes de garde, de logements partagés, de courses dans le marché du coin. Les invitations à déjeuner en costume n'étaient pas dans son vocabulaire. Pourtant, il a hoché la tête et a donné son nom et son numéro. Il n'attendait rien d'autre que de pouvoir reprendre son service. La fille s'est approchée, enfin. Ses yeux, grands, intelligents, ont fixé Malik comme si elle cherchait dans l'homme du badge quelque chose d'aussi fragile qu'elle. « Merci », a-t-elle dit, plus bas. « Je m'appelle Élise. » Le nom est tombé dans l'air, simple, sans la pompe des titres. Malik a trouvé dans ce mot une douceur inattendue, un geste furtif de gratitude, un visage qui lui rappelait peut-être une sœur qu'il n'avait jamais eue. Il a répondu par un sourire restreint, professionnel. « Restez près des gens, d'accord ?» Elle a souri pour la première fois d'une façon qui lui a dégelé un peu le torse. C'était un sourire de réconfort, pas de remerciement. Le père est resté à l'écart, observateur. Lorsque la voiture est partie, la pluie a commencé à tomber plus fort et la rue a repris son rythme habituel, comme si rien ne s'était passé. Ce geste, l'attraper de justesse, allait s'avérer le geste qui change tout. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour la suite. Après ce soir-là, la vie de Malik n'a pas basculé d'un seul coup. Elle a glissé, mollement, comme un livre qu'on ouvre et qui dévoile une page après l'autre. Les collègues ont parlé pendant 2 jours du policier qui a sauvé la fille du Morao, puis d'autres affaires ont repris leur place. Malik, lui, sentit une chose nouvelle, l'intense curiosité d'un fil qu'on ne sait encore où il mène. Pourquoi le père d'Élise s'était soucié à ce point? Était-ce seulement la reconnaissance ou quelque chose d'autre? L'argent, pensait-il parfois, ouvre des portes, mais il ne bouge pas les silences qui pèsent dans une maison. Il y avait dans sa poitrine une histoire qui revenait comme un vieux tatouage. Quand il était gamin, il avait appris à compter autrement. Les jours depuis ses parents n'étaient plus là. Une date retenue sans qu'il sache trop pourquoi. Le 10 avril. Le souvenir n'était pas net, mais il y avait une odeur. L'odeur de la poussière humide d'un chantier, le goût métallique de l'air après un déblaiement.
Les réponses n'étaient pas arrivées avec des grands titres, elles s'étaient glissées dans des fragments, une mention sur un journal oublié, la recherche d'un nom sur une vieille carte. Il avait grandi avec cette petite colère sourde, une douleur précise mais sans image complète. Orphelin à 10 ans, Malik avait appris à être silencieux. Il avait appris à ne pas poser trop de questions qui dérangeraient les adultes. Ses gardiens lui avaient donné des règles et un lit et des limites. Il s'était juré, à cette époque-là, de ne jamais devenir un homme qui tourne le dos à une détresse. Peut-être que c'était pour ça qu'il avait bondi ce soir-là, sans calculer. Quelques jours après le sauvetage, Malik reçut l'appel du bureau du milliardaire. Le déjeuner fut bref, poli, exactement ce qu'il avait redouté. Une table en verre, des serveurs qui dessinaient des mouvements précis, du café servi dans des tasses épaisses. Pierre parlait peu, l'oreille toujours attentive à ce que dirait la fille. Elle observait Malik comme une étrangère qui comprenait subitement une partie de sa solitude. Malik n'aimait pas les pièces trop propres, il se sentait comme une main sale dans un gant de velours. Pourtant l'homme derrière la table était simple dans ses manières. Il n'humiliait personne, il posait les mots comme s'il cherchait à réparer quelque chose qu'il ne comprenait qu'à moitié. « Vous seriez d'accord pour voir Élise de temps en temps? Elle aime parler avec vous, elle se sent en sécurité. » Pierre choisissait ses mots, il y avait là une demande déguisée en offrande. Malik hésita. C'était un monde dont il n'avait pas l'habitude. « Je fais mon travail, monsieur, » répondit-il, « si je peux l'aider. » Élise sourit. Il y avait dans ce sourire une fragilité qui ne demandait pas pitié, juste présence. Cela suffisait à Malik. Après le déjeuner, il repartit dans sa ville, mais il revint plus souvent, pour des patrouilles moins routinières, pour des visites de routine, pour ramener un livre oublié, pour écouter. Ces visites permirent des choses qu'aucun protocole ne dicte, des silences partagés, des confidences timides, des petites routines. Malik apportait des sandwichs, Élise parlait de ses amis. Elle avait une façon d'évoquer la ville comme un paysage qu'elle ne voyait pas souvent, une succession de noms qu'elle aimait répéter. Ses amis étaient un groupe qui passait des après-midi à écrire des chansons, à traîner dans les galeries et à rêver à des vies anonymes. Ils partageaient des mots crus et des cafés, des nuits à refaire le monde. Elle racontait peu d'elle-même, mais quand elle le faisait, Malik voyait qu'elle tenait à main un carnet qu'elle griffonnait dès qu'elle avait un moment. Le carnet devint, sans que qui que ce soit ne le cherche, un personnage à part entière. Il apparaissait dans des phrases inachevées, une page tournée, une note distraite laissée sur une table. Un soir, après une patrouille, Malik croisa l'un des amis d'Élise, Jonas, un garçon maigre aux lunettes cassées qui travaillait à mi-temps dans une librairie. Jonas avait l'air d'un témoin, toujours prêt à offrir une phrase qui semblait anodine, mais qui, réorganisée, devenait un indice. « Ton amie, elle écrit beaucoup, » dit Jonas. « Elle garde tout, tickets, adresses, des choses qu'on n'espère jamais avoir à comprendre. » Malik nota la phrase, mais ne sut quoi en faire. Il n'était pas du genre à fouiller dans les affaires d'autrui. La loi et la prudence imposent de demander. Pourtant, la curiosité est une bête qui se nourrit d'indices, et la ville en offrait à foison. Un bout de ticket accroché au carnet, un nom griffonné dans une marge, une date entourée, autant de petits éclats qui, assemblés, donnent une image. Les jours suivants, Malik commença à repenser au 10 avril. Les indices s'accumulaient, non pas sous la forme d'évidence, mais comme des échos. Un article jauni d'un journal municipal mentionnait un effondrement partiel sur un chantier de la rive Est, le genre de phrase passe-partout que personne ne lit 2 fois. Une vieille photo sur laquelle on distinguait, dans un coin flouté, un logo que Malik n'arrivait pas immédiatement à identifier. Un nom retrouvé dans une liste d'actionnaires lui revenait comme un goût familier, Moreau, tout simplement. Mais il s'agissait d'un nom répandu, un hasard possible, pensait-il. Il y avait cependant dans la vie des élévateurs des coïncidences qui ne cessent pas d'être coïncidences. Quand Élise lui donna, par une maladresse, la couverture d'un petit carnet sali aux angles, elle l'avait posé sur la table, l'avait oublié, et elle était partie en courant vers un rendez-vous, Malik l'aperçut. Une date, griffonnée, 10/4, avec dessous une adresse. L'adrénaline monta d'un cran, son ventre se serra. Il ne devait pas regarder, mais ses yeux avaient déjà lu. Il s'arrêta un instant dans l'entrée de l'immeuble où il faisait sa ronde. Les sirènes au loin, le monde qui continue. Il devait rendre le carnet ou rester loin. Il choisit la seconde voie. Il le remit à sa place, comme on replace un objet mal posé, sans faire d'histoire. Mais cette date, ce numéro, sonnait comme une cloche dans une chapelle déserte. La coïncidence trouva son allié la nuit suivante. Malik, pour une affaire de routine, intervint sur un petit accident électrique dans un immeuble. Au milieu des témoignages des habitants, un vieil homme, la voix cassée, parla d'un chantier qui n'avait pas respecté les normes. Ces mots traînaient, mais l'un d'eux retint l'attention. Moreau. L'oreille de Malik était devenue réceptive de ce nom. Il sentit, sans le vouloir, que quelque part s'ouvrait un fil qu'il serait peut-être impossible d'ignorer. Il s'efforça cependant d'être raisonnable. Son éthique de policier lui dictait de ne pas confondre soupçon et certitude. Et puis, qui était-il pour s'enfoncer dans une histoire qui pouvait déchirer la vie d'une jeune fille qu'il avait sauvée? La question revenait sans cesse. Faut-il dire, faut-il taire? Le dilemme s'infiltrait dans ses jours comme une pluie fine. Un après-midi,
Élise invita Malik à monter dans la petite chambre qui lui servait d'atelier au 3e étage d'une maison discrète. Elle peignait, écrivait, conservait des kilos de feuilles trouées par la vie. La pièce sentait la colle et la peinture, et la lumière d'une fenêtre donnait au monde une teinte douce. Malik s'assit sur un vieux canapé en cuir. Sur la table basse, un carnet jauni ouvert à la page où s'étalaient des phrases hachées, des dates, des dessins qui semblaient vouloir rattraper quelque chose d'invisible. « Je note tout », dit-elle en s'asseyant près de lui. « Tout ce qui me frappe, les noms, les lieux, pour ne pas oublier. »« Pourquoi ne pas garder ça pour toi ?» demanda Malik. Sa voix était basse. Il essayait de sonner neutre, mais la curiosité lui donnait un accent. « Parce que parfois je veux me convaincre que ces choses existent, » répondit-elle, « que je peux les retrouver si besoin. » Sa main passa sur une page, effleurant la date que Malik connaissait trop bien, 10-4. Il sentit son cœur s'emballer. Le monde autour d'eux semblait ralentir et concentrer tout son sens dans ce geste simple. Élise leva la tête et le regarda. Il crut qu'elle lisait en lui, comme si elle captait la tension invisible. « Vous aviez dit l'autre soir que j'étais en sécurité, » murmura-t-elle. « Vous vouliez dire vrai ?»« Oui, » répondit Malik, « je voulais dire vrai. » Il ne savait pas encore qu'à quelques kilomètres, une autre main tremblait aussi, celle d'un homme assis derrière une baie vitrée. Pierre Moreau fermait un dossier, et pour la première fois depuis longtemps, la surface lisse de son bureau ne le rassurait pas. Il regardait la ville, mais ne la voyait plus de la même façon. Ce geste de gratitude qu'il avait offert à un policier s'était transformé en une interrogation qu'il ne savait pas formuler. La découverte d'Élise était encore lointaine pour lui, il l'imaginait à peine, mais ce qui se préparait était patient et précis. Un soir, rentrant d'une réunion, il passa par la chambre de sa fille pour poser un bouquet d'orchidées, un rituel, pour tenter d'acheter de l'air, pour combler le manque d'heures partagées. Élise n'était pas là. Il prit avant de partir le carnet qui traînait sur une table. Il l'ouvrit par curiosité paternelle. Une inscription, un ticket, une note griffonnée d'une main jeune. Il s'arrêtait sur des mots qui n'avaient pas été faits pour ses yeux. Camille, 10-4, rue des Tisserands, Moreau. Le simple alignement de ces éléments fit tomber quelque chose en lui. Pierre resta immobile, la page dans les mains, tandis que le silence du monde entrait par la fenêtre. Le milliardaire connaissait les chiffres, les bilans, les rapports qui justifiaient chaque décision. Il avait fait des choix. Mais voir un nom inscrit dans la main d'une fille, ce n'était plus une stratégie, ni un graphique, ni une note légale. C'était une chose humaine qui faisait trembler. Il sentit ses doigts devenir étrangement froids. Le cœur s'accéléra, non pas de peur, mais d'une terreur nouvelle. La possibilité qu'une décision prise il y a des années ait créé une ligne qui touchait, maintenant, sa fille. Il se souvenait vaguement de l'année en question. Il se souvenait d'une réunion, d'arguments sur les coûts, sur des délais, sur un contrat à tenir. Des hommes avec des costumes avaient parlé de marge. C'était un monde où l'on pesait des vies contre des chiffres, à voix basse, comme lorsqu'on enlève une poussière gênante d'une vitrine. Pierre avait cru, peut-être, que ces chiffres étaient abstraits, que la responsabilité se diluait dans les organigrammes. Mais il tenait maintenant dans ses mains une preuve d'humanité, l'écriture d'une fille qui, sans le savoir, lui montrait un point de jonction. Il referma le carnet d'un geste sec. Un vertige le prit. Et lorsque la nuit tomba, il s'assit seul et pensa à la délicatesse des gestes qui avaient conduit Malik au bord de la rue, à la façon dont une main ferme avait empêché une catastrophe. Il pensa à sa fille. Il pensa à ses décisions. Il se rendit compte qu'il devait savoir, et vite. Ce savoir n'était pas public, il devait être intime, silencieux. Il avait des ressources qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser pour cela. Dossiers, archives, numéros privés. Mais il hésita. Qu'ouvrirait-il ? Une vérité qui souillerait son nom, son travail, ses nuits, ou la possibilité de réparer à temps ? La question, plus que tout, mordait son cœur. De l'autre côté de la ville, Malik, quant à lui, n'avait encore rien dit à personne. Il avait posé des gardes autonomes autour de la question. Enquêter doucement, demander ici et là, écouter plus qu'interroger. Il ne voulait pas briser la fille qu'il commençait tout juste à connaître. Les silences d'Élise n'étaient pas ceux des secrets méchants. Ils étaient ceux d'une personne qui n'avait pas appris à se confier. Malik refusait de faire d'elle un trophée d'une vérité qui l'arrachait. Il y avait pourtant des évidences qui pressaient. Jonas laissa tomber un mot en traînant les pieds dans la librairie. « Tu sais, il y a des choses qu'Élise ne dit à personne. Elle garde une liste de noms, on dirait presque, des comptes à régler. » Il ne parla pas plus. Jonas cherchait ces mots comme on cherche un livre rare. Malik prit cela comme un fil à tirer. La nuit suivante, il repensa longtemps à ses parents. Il revit la poussière, la peur, la maigre agitation des secours. Sa mémoire prit la forme de sensations, la chaleur d'une main maternelle,
puis le froid d'un silence sans réponse. Il n'avait jamais su exactement pourquoi ils étaient partis. L'enquête officielle avait parlé de défaillances techniques, de facteurs multiples. Personne n'avait prononcé un nom. Personne n'avait marqué les visages des responsables d'une façon durable. Maintenant, la coïncidence émergeait, ce 10 avril, et ce nom qui revenait le mettait devant un mur intime. Il n'était pas seulement un policier en devoir, il était un homme qui avait perdu et qui tenait entre ses doigts, peut-être, un lien avec le passé. Le lendemain matin, il alla voir la mère adoptive d'un de ses anciens amis de quartier, une femme qui travaillait encore aux urgences, dont la mémoire tenait lieu de registre pour les accidents oubliés. Elle se souvenait des jours, des lieux, des rumeurs. Il y avait des dossiers qu'on ne publiait pas, dit-elle en frottant ses mains, des lettres classées confidentielles. Les noms parfois s'effaçaient, on nous disait de fermer les yeux. « Moreau ?» demanda Malik, comme s'il avait déjà fait le saut défensif de croire l'impossible. Elle leva les yeux, comme si elle cherchait quelque chose dans une boîte. « Oui, dit-elle enfin, il y avait une entreprise. À l'époque on disait efficacité, aujourd'hui on dirait négligence. Mais il n'y avait pas de preuves, pas de suite. » La caution de la mémoire publique ne suffit pas à prouver ce qu'un homme doit affronter devant lui-même. Malik savait qu'il fallait plus. Il savait qu'il allait devoir regarder des dossiers, parler à des fonctionnaires, fouiller dans des archives. Et surtout, il savait qu'il n'avait pas le droit d'atteindre Élise avec ses soupçons sans certitude. Il n'en parla pas à Pierre. De toute façon, que pouvait-il dire ? « Monsieur, je crois que votre nom est lié à la mort de mes parents ?» Ces mots auraient fait vaciller plus d'une table. Malik n'avait pas ce courage osé. Il avait le courage patient, la ténacité discrète. Il fouilla, chercha des fichiers, remontant le temps comme on remonte un fil. Il prit des notes, regarda, fit des recoupements. Pendant ce temps, Pierre ne dormait plus, pas de façon apaisée. Il appelait des avocats, il demandait des rapports, il regardait des liasses de contrats pliés avec soin. Chaque signature qu'il retrouvait le faisait reculer. Il tentait de faire parler ses conseillers d'une voix raisonnable, mais une voix en lui-même criait « Il faut vérifier ». Il ne voulait pas que sa fille, qui portait désormais entre ses doigts un carnet, découvre une vérité qui aurait pu être évitée. L'idée de réparer trottait, maladroite, comme un enfant découvrant un outil. Alors la route des deux hommes prit une tournure curieuse. L'un cherchait pour ne pas blesser, l'autre cherchait pour protéger. Parmi eux, Élise restait volontairement aveugle à la plupart des soupçons. Elle écrivait son monde, et le monde lui répondait, parfois dans la forme d'un clin d'œil. Le carnet, toujours, restait la clé muette de ses jours. Un soir, Malik trouva dans un dossier municipal une mention du chantier de la rive Est, une note administrative, un courrier interne qui évoquait des modifications d'urgence et la suppression d'un rapport. Le document semblait destiné à être oublié. Son sang se glaça. Il y avait un nom de sous-traitant et en marge une initiale qui l'identifia comme appartenait autrefois à un avocat proche des Moreau. Rien d'accusateur, seulement des mouvements, des gestes administratifs qui, mis bout à bout, racontent ce que les grands ne veulent pas toujours entendre. Il y avait dans ces notes la trace d'une chaîne qui partait d'un chantier et remontait vers des bureaux climatisés. Il savait que la prudence dictait de prévenir un supérieur direct, mais il avait peur. Peur de détruire la vie fragile d'une fille, peur de lancer une enquête qui serait mangée par les rouages judiciaires, peur d'être instrument de douleur. L'éthique d'un policier, parfois, se mesure à la façon dont il choisit de garder et de révéler. C'est alors que la première fissure sérieuse apparut. Un soir, en revenant d'une ronde, Malik trouva dans la poche de son blouson une page qui n'était pas à lui. Un morceau de carnet arraché avec une phrase écrite à la hâte. Ils disent que tout est prévu, mais qui paiera pour ce qui reste ? L'écriture était celle d'Élise, une phrase fragile qui sonnait comme un verdict. Malik sentit son monde se rétrécir à nouveau. Il serra la page dans sa main et sut que la vérité, si elle existait, n'était plus une chose lointaine. Pierre, à son tour, reçut ce qui ressemblait à un avertissement. Un courriel anonyme contenant un vieux cliché où l'on distinguait entre des décombres un panneau marqué d'un logo qui évoquait vaguement une filiale de son groupe. L'image avait l'air d'une relique, une pierre jetée dans l'eau dont les cercles atteindraient la rive. Il posa l'écran et regarda la ville, comme si elle allait répondre. Sa gorge se serra. Il était conscient désormais que les décisions ne restent jamais seulement dans des salles closes. Elles voyagent, elles blessent, elles reviennent comme des ricochets. Le sel de la culpabilité commençait à mordiller sa conscience. Pierre se demandait ce qu'il devait faire. Protéger son nom, protéger sa fille, ouvrir une procédure interne, avouer. Il n'avait pas de manuel pour cela. Il n'avait jamais appris à dire « je suis responsable, pardonnez-moi ». Les mots politiques se brisaient sur l'écume humaine que la page d'Élise avait réveillée. La tension monta sans éclat. Et puis, un matin, Malik trouva, dans la poche d'un vieux manteau que lui avait prêté Jonas, une carte d'un ancien chantier avec le nom d'un responsable et une date entourée. C'était un pas concret,
un pas qui le rapprochait d'une vérité qu'il pouvait désormais tenir entre ses mains. Et il savait qu'il allait devoir en parler à quelqu'un. Et il savait aussi que chaque mot prononcé ouvrirait une porte qui, une fois franchie, ne se refermerait pas. La ville écoutait en silence, les feux clignotaient, les tramways marmonnaient leur course. Les vies continuaient leur chemin, comme si rien ne menaçait de chavirer. Mais sous le vernis déroulaient des histoires tissées de manques et de petites négligences qui, placées bout à bout, forment des fractures. À l'angle d'une rue, Malik regarda une affiche déchirée où l'on voyait un visage souriant qui vantait la modernité d'un programme urbain. Il pensa à la fille qu'il avait sauvée, à sa main encore tremblante, à la façon dont elle tenait son carnet comme à une bouée. Il pensa aussi à l'homme qui avait refermé le carnet la veille, avec la pudeur d'une honte nouvelle. Et la question qui l'habite depuis des jours se dressait. La vérité vaut-elle le prix qu'elle exige? À qui appartient la justice quand le pouvoir et la misère se croisent? Il n'avait pas encore de réponse, mais il savait qu'il allait devoir choisir, creuser, révéler, ou protéger le silence d'Élise. Ce choix allait ronger plus d'une nuit. La dernière scène de la journée vint comme une petite épreuve. Malik, tard, retrouva Élise sur le pas d'une porte. Elle tenait son carnet serré contre elle, comme si elle essayait d'arrêter le monde. Il la regarda, la pluie avait fait des perles sur ses cils. Elle leva les yeux et lui dit presque sans souffle « Tu crois qu'on peut réparer les choses quand on ne sait même pas qui a loupé ?» Il eut mal l'air, chercha la phrase qui serait à la fois vraie et douce. « On peut toujours essayer, dit-il, mais il faut d'abord savoir, et savoir demande du courage. » Elle semblait mesurer les mots, puis hocha lentement la tête. Un pacte tacite, pas de confidence ouverte, mais une promesse d'être présent. Ils se séparèrent dans le silence d'une rue qui redevient ordinaire. Malik rentra chez lui, le carnet rongé par la question dormait quelque part, et la ville poursuivait son bruit sans s'inquiéter de ces petites biographies qui se croisaient. Pourtant, une chose avait changé. Ce filet de silence que l'argent répandait autour des choses n'était plus impénétrable. Un carnet, un nom, une date. De quoi suffire à faire apparaître une fissure. Dans les bureaux vitrés sur la colline, Pierre resta debout, un ancien document entre les mains, et il prit la première décision qu'il n'avait pas anticipée. Il allait regarder plus loin, il allait rechercher des preuves, pas pour se disculper d'avance, mais pour comprendre ce que sa fille portait dans son carnet. Et peut-être, dit-il à voix basse, pour réparer. Une réparation qui n'est pas spectacle, pas misérable annonce publique, mais une réparation intime. Il s'en persuada, et dans le silence de son bureau, la poursuite commença. La nuit emporta les pas. 2 hommes, séparés par la classe et rapprochés par un fil invisible, allaient s'approcher l'un de l'autre. Une jeune fille, au centre, gardait son carnet comme une balise. Les questions se multipliaient, douces comme du papier humide et tranchantes comme le métal. À suivre, non pas comme un titre, mais comme le mouvement même d'une ville qui tient sa respiration avant de reprendre. Les jours qui suivirent prirent l'allure d'un petit engrenage qui se mettait en marche, silencieux mais inexorable. Malik n'allait pas cesser de rassembler des morceaux, tickets, noms, dates, comme on assemble un puzzle sans image de référence. Chaque nouveau fragment renforçait la sensation qu'il n'était plus seulement spectateur d'une coïncidence. La ville lui parlait à voix basse, et il avait appris à tendre l'oreille. Il retourna à la rive est sous un ciel bas, où le vent portait une odeur de béton humide et d'huile. Le chantier n'était plus qu'un souvenir effacé, des plots de sécurité et des grillages entourant un terrain en friche. Des graffitis colorés avaient envahi la palissade. Malik consulta des registres publics, puis se rendit chez un ancien contremaître dont le nom avait émergé d'une liasse poussiéreuse. L'homme était petit, marqué par le soleil, avec des mains qui semblaient encore savoir descendre des échelles. « Vous étiez là ce jour-là » demanda Malik sans cérémonie. Le contremaître hésita, comme s'il pesait la valeur d'une mémoire contre celle d'un silence. Puis il hocha la tête. « Oui, on avait reçu des consignes. On devait finir avant la fin du mois. Les ordres venaient du siège. On était pressés, on a pris des raccourcis. On a remplacé des pièces, on a fermé des yeux. Après c'était trop tard. » Il parlait doucement, comme on narre un échec ancien qu'on ne peut néanmoins cacher. Malik nota chaque mot, chercha une confirmation ailleurs. L'homme n'accusait personne en particulier. Il décrivait une mécanique ordinaire, réunion où l'on parlait coûts, pression sur les sous-traitants, notes disparues. Malik sentit la colère monter, mais la honte le plus encore. Il ne cherchait pas un bouc émissaire, il cherchait des faits. Il passa des heures dans les archives municipales, où le papier craquait sous ses doigts. Des rapports de contrôle, des échanges courriels sauvegardés, des factures, rien d'éclatant,
seulement des détails qui se recoupaient pour former une logique. Des instructions arrivant de bureaux distants, des demandes de réduction de budget, des notes sur optimisation des délais. Parfois figurait un nom en marge, une initiale, une référence à une filiale dont il dut se souvenir des liens. Sur un vieux bordereau, un cachet rébarbatif, la mention d'une société sous-traitante, et plus loin, une signature qui n'était pas celle d'un exécutant mais d'un responsable de haut niveau. Les pièces assemblées ne forment pas toujours un crime, elles esquissent souvent une négligence, une série de choix où l'humain devient statistique. Pendant ce temps, Pierre travaillait en privé. Son monde habituel de bilan et de réunion se fracturait sous l'effet de ce dossier qu'il tenait entre ses mains, la page d'Élise. Il avait fini par user de ses ressources pour demander des copies d'anciens rapports non indexés, des listes de sous-traitants, des correspondances datées. Il ne voulait pas se défendre devant la presse, pas en... Pendant ce temps, Pierre travaillait en privé. Son monde habituel de bilan et de réunion se fracturait sous l'effet de ce dossier qu'il tenait entre ses mains, la page d'Élise. Il avait fini par user de ses ressources pour demander des copies d'anciens rapports non indexés, des listes de sous-traitants, des correspondances datées. Il ne voulait pas se défendre devant la presse, pas encore. La première découverte qui le frappa fut simple et atroce. Des notes internes où quelqu'un, à l'époque, avait évalué des options coûteuses en vie potentielle comme s'il s'agissait de variables financières. Réduction des dépenses pour structures portantes, délai court, risque marginal. Un langage sec et comptable. Sa gorge se serra comme si ces mots, soudain, devenaient très concrets. Il revit des visages anonymes, ouvriers de casquettes, enfants dans des poussettes, voisins qui n'avaient pas signé de journal intime. Il sentit le poids d'une responsabilité qui n'était pas un acte unique, mais une accumulation de gestes qui traduisaient des priorités. Il décida de creuser discrètement, hors du tumulte public. Il contacta un avocat de confiance, mais demanda que tout soit gardé dans la sphère la plus restreinte. Il n'était pas question pour lui de jouer au héros médiatique en invoquant la honte dans un communiqué. Savoir d'abord, comprendre ensuite, et réparer, peut-être. Mais une réparation requiert la vérité, et la vérité peut détruire. Malik, de son côté, s'enfonça dans des rencontres anonymes. Il rencontra une ancienne employée administrative qui s'était occupée des relances de paiement pour les sous-traitants. Elle accepta de lui parler à condition qu'il n'ébrute pas son nom. « J'ai vu des bons de commande modifiés, dit-elle, des factures oubliées, des contrôles qui se terminent plus tôt. J'ai aussi vu des pressions, des lettres, des emails. Tout ça s'est passé derrière des portes fermées. » Malik nota que certaines signatures apparaissaient sur différents documents, leurs écritures formant un horizon de responsabilité. Il trouva aussi une femme qui avait perdu un frère dans l'effondrement, une courageuse qui regardait la vie en face sans jamais la laisser entièrement la dévorer. Son visage était marqué par la douleur, mais ses mots n'étaient pas haineux. « On nous disait que tout était réglé », expliquait-elle. « Quand j'ai demandé des comptes, on m'a répondu des formules, des dates. On a attendu, on a pleuré. Et puis la vie l'a tourné. » Sa tristesse éveilla quelque chose de résonnant en Malik. Il se rappela ses propres 10 ans, la chaleur d'un foyer qui s'était soudain éteint. L'enquête amateur de Malik le poussa à confronter des vérités qu'il aurait préféré trouver plus nettes. Les responsabilités, il le comprit, étaient diffractées entre décideurs, sous-traitants et administration. Dans cette difficulté procédait pourtant une cohérence. Des décisions prises pour des raisons économiques avaient eu des conséquences humaines. C'était un lien moral, plus que pénal peut-être. Ce lien suffirait à imposer une réparation si les bons mots étaient employés. Les occasions d'observer Pierre se multiplièrent. Malik, par son métier et par son habitude de traquer le détail, sut deviner des choses dans les comportements de l'homme riche. Il remarquait parfois des gestes de gêne dans les poses où Pierre regardait la ville, une main qui frappe une feuille, un soupir qui trahit un souci. Mais il y avait autre chose. Pierre semblait chercher à se prémunir d'une réaction publique, à canaliser la vérité en interne d'abord. Malik ne savait pas encore s'il devait croire en cette bonne volonté. Il voulait cependant le protéger d'un déchaînement qui pourrait blesser Élise. Cette tension entre recherche de justice et désir de préservation n'était pas une simple position. Elle s'incarnait dans des décisions auxquelles il fallait donner un sens. Un soir où la lumière tombait en traînées dorées, Malik reçut un message de Jonas. Le gamin le conviait à un café près de la librairie, l'air nerveux. Jonas apparut comme un éclair. Il tenait un document chiffonné, un reçu vieux de plusieurs années, où figurait le nom d'une entreprise auxiliaire avec une mention en marge. « Je l'ai trouvé dans la poche d'un vieux manteau chez ma mère, dit-il, presque en s'excusant d'apporter un trésor si modeste. Je n'y connais rien, mais j'ai pensé à toi. » Pour Malik, chaque petit élément valait son poids. Ce reçu faisait le lien avec d'autres pièces déjà collectées. Il décida qu'il était temps d'aller au-delà des murmures et d'entamer l'action. Mais agir signifiait aussi prendre la décision la plus difficile pour qui portait une histoire personnelle.
allait voir celui qui, malgré son pouvoir de réparation, portait la part d'une responsabilité. Il savait que s'il se présentait comme un accusateur, cela ne ferait qu'envenimer. Il avait pourtant besoin d'entendre la parole de Pierre, pas tant pour obtenir aveu que pour mesurer la sincérité de sa réaction. C'est pourquoi il prit rendez-vous. Pas dans les bureaux vitrés où tant d'hommes et de femmes parlaient chiffres, mais dans un café discret où la lumière était douce et où la rue chuchotait plus qu'elle ne criait. Malik arriva en uniforme simple, comme souvent, sans aucun artifice. Pierre le reconnut immédiatement et ses épaules se tendirent à peine, comme si l'homme connaissait déjà l'ombre qui traînait derrière le nom inscrit dans la poche d'Élise. Ils commandèrent 2 cafés. La boisson chauffait le creux des mains. L'atmosphère était chargée mais calme. Pierre regarda Malik comme on observe la surface d'un lac avant d'y plonger. « Vous m'avez demandé un rendez-vous », dit-il simplement. Malik ne tourna pas autour. Il posa devant lui une photocopie d'un bordereau trouvé dans des archives et un petit carnet où il avait noté des noms. « J'ai trouvé des éléments qui relient un ancien chantier à cette date, au 10 avril, commença-t-il. Je ne viens pas vous accuser sans preuve. Je cherche à comprendre. J'ai aussi mes raisons personnelles pour le faire. » Pierre prit le document et lut en silence. Ses doigts frôlaient le papier avec la délicatesse d'un homme qui redoute une brûlure. Quand il leva les yeux, il n'y avait ni colère théâtrale ni dénégation. Il y avait la fatigue d'un homme qui réalise que les chiffres qu'il a manipulés ont une face humaine. « Je sais, » dit Pierre. « Je sais que des décisions ont été prises à l'époque et que certaines ont pu avoir des conséquences. Je n'ai pas toutes les réponses, Malik, mais je veux les trouver. Pas pour me disculper, mais pour savoir si et comment on peut réparer. » La franchise lui donna une force étrange. Malik sentit son propre cœur se décrisper un peu. Il ne cherchait pas l'expiation, ni l'offense. Il cherchait la vérité et la possibilité d'une réparation qui n'effacerait pas la douleur, mais qui la reconnaîtrait. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » poursuivit Malik. Sa voix resta contenue, mais elle portait le poids d'années. Le 10 avril, mes parents sont morts dans un effondrement. L'enquête a parlé d'une défaillance technique, d'une série de circonstances. Je n'ai jamais eu de nom à qui m'accrocher. Aujourd'hui, en voyant ces documents, je vois des fils qui mènent vers des bureaux. Je ne sais pas encore si c'est vous directement, mais je me dois de savoir. Pierre chercha ses mots. Il n'eut pas de défense, seulement un effort de clarté. Je ne peux pas prétendre que tout est clair, mais je vous promets ceci. Je veux que la vérité sorte. Si notre entreprise ou une filiale a une part de responsabilité, nous en assumerons la charge morale. Pas seulement avec des chiffres, avec des actes. Et si cela implique une enquête indépendante, je leur donnerai. Cette promesse prononcée à voix basse fit vibrer Malik. Il y avait dans la phrase une portée concrète, pas une promesse médiatique, non, mais une volonté de mettre des moyens. Malik sentit alors une oscillation, la possibilité que la réparation naisse non d'un affrontement public, mais d'un effort conjugué. Il accepta, à mi-voix, de collaborer dans la mesure de ses obligations de policier. « Je ne veux pas que cette enquête blesse Élise, » ajouta-t-il. « Elle est au centre de tout, et elle ne sait pas encore tout. Il faudra l'aménager. » Pierre hocha la tête. « Je le sais, et je m'en chargerai. D'abord, il faudra savoir. Ensuite, on décidera de la manière de le dire, si dire est nécessaire. » Ils se quittèrent sur cette note. Aucune pluie d'aveux, mais le commencement d'une alliance secrète et fragile. Dans les jours qui suivirent, Pierre actionna des leviers discrets. Il fit ouvrir des archives, délégua une enquête interne à un cabinet d'audit indépendant et demandait à garder la discrétion pour protéger sa fille et la procédure. Malik, pour sa part, continua de rassembler, de recouper et d'écouter les personnes qui avaient été proches du chantier. Ensemble, silencieusement, ils formèrent un duo improbable, le policier qui portait une colère douce et l'homme de pouvoir qui cherchait à assumer. La vérité, comme souvent, n'arriva pas d'un seul coup, mais par petites vagues qui renversaient peu à peu les digues du doute. Un ancien ingénieur, qui avait longtemps été tenu à l'écart des projecteurs, accepta de parler sous couvert d'anonymat. Il décrivait des calculs faisandés, des pièces remplacées par des alternatives plus économiques, des plans qui avaient été signés en raison d'échéances de financement. Ce n'était pas un complot, dit-il, c'était une suite d'erreurs politiques et économiques, des choix faits loin du terrain, c'est tout. Un document clé fit son apparition, une note interne où figurait la recommandation d'un audit sur une partie de la structure, mais qui avait été ajournée pour raison de coût. Ce genre de papier n'invente pas la culpabilité, mais il compose un récit où l'on observe une chaîne de décision. Malik sut alors que l'accusation n'était pas une nécessité. La responsabilité morale pouvait s'établir sur ce terrain. Le mot qui devait guider les actes n'était pas châtiment, mais réparation. Mais l'affaire n'était pas seulement administrative, elle avançait aussi dans les relations humaines. Élise, tenue à l'écart des détails, sentait cependant une tension diffusive. Elle confiait parfois des rêves et des peurs à Malik. « Parfois, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas comprendre pourquoi papa s'enferme au bureau, dit-elle un soir, alors qu'il regardait la ville éclairée comme un puzzle d'ampoule. Il revient troublé. Il me dit que c'est dû au travail, mais il y a autre chose. » Malik prit la mesure de la fragilité. Il ne voulait pas trahir la confiance naissante entre eux.
Pourtant, la vérité menaçait de surgir comme un torrent. Il fallait, pensa-t-il, trouver la manière et le moment pour qu'Ellie s'apprenne sans être broyée. La tâche semblait presque impossible, lui révéler qu'un choix administratif pouvait se transformer en deuil passé. Mais il savait aussi que Terre risquait de la pousser plus tard dans une colère impossible. C'est alors que la vérité prit une forme plus concrète et plus brutale. Lors d'une réunion interne, le cabinet d'audit remit un rapport préliminaire à Pierre. Les preuves qu'il contenait n'étaient pas explosives au sens policier, pas d'acte criminel clairement identifié, mais suffisamment d'éléments pour établir un lien moral et une négligence institutionnelle. Le rapport recommandait la transparence, l'ouverture d'une commission, et surtout la réparation aux victimes. Il proposait également une communication pédagogique, pas une bataille de défense, afin d'éviter d'envenimer la situation. Pour Pierre, ces mots étaient comme des coups portés à son orgueil. Sa première réaction fut de vouloir contenir l'information, de la garder dans la sphère privée. Mais dans le même mouvement, il comprit que la dignité exigeait autre chose. La mémoire des victimes et la conscience de son enfant plaidaient pour un acte différent. La décision qu'il prit fut risquée et belle dans sa maladresse. Il convoqua Malik, non plus en secret dans un café, mais chez lui, dans son appartement, baigné d'une lumière qui, pour la première fois, semblait moins autoritaire que vulnérable. Il ouvrit la porte sans montrer ses cartes. Malik comprit, dans l'attitude de l'homme, une demande muette. Ne pas s'être laissé tout seul pour affronter ceux qui se découpaient désormais net. Ils parlèrent. Pierre montra les pages du rapport et ne chercha pas à édulcorer. « Je pourrais vous sortir des phrases toutes faites, dit-il. Je pourrais vous expliquer les pressions du marché, les choix stratégiques. Mais ce que je veux d'abord, c'est vous dire que je suis désolé. Pas pour mes pertes d'image, mais pour la possibilité que des décisions aient causé du tort. » Les mots étaient simples, et parce qu'ils étaient vrais, d'une grande force. Malik sentit la gorge se serrer. Il distingua l'homme derrière l'entrepreneur, un père qui avait lu le carnet de sa fille et qui, depuis, vivait avec un poids qui le rendait moins sûr de ses certitudes. Il comprit aussi que ce n'était pas la confession complète qu'il attendait, mais le commencement d'une démarche. « Que voulez-vous faire maintenant » demanda Malik. Pierre leva les yeux. « Je veux mettre des moyens à la disposition d'une enquête indépendante. Pas pour me disculper, mais pour savoir ce que je dois réparer. Et je veux que vous y participiez, si vous l'acceptez. Vous avez ma parole que l'on ne cachera rien à Élise. On préparera la façon de lui parler. Je veux que justice soit cherchée, non pour que l'on réécrive le passé, mais pour que l'on aide ceux qui restent. » La proposition était édifiante dans sa sobriété. Malik pensa aux nuits passées à ruminer, aux visages des familles rencontrées, à la petite fille qui tenait un carnet comme une bouée. Il se demandait si la confiance était accordable. Mais la réponse vint, non d'une interprétation parfaite d'un acte, mais d'une décision concrète et mesurée. « D'accord, dit-il, mais la transparence doit être réelle, pas seulement des mots officiels. Et si vous voulez que j'accepte d'être impliqué, il faudra que vous acceptiez que je reste policier, que je protège des témoins, que je n'occulte pas l'enquête pour préserver une image. » Pierre acquiesça sans hésiter. « Je suis prêt à ça. » Ils scellèrent un accord silencieux. Ce n'était pas un pacte de loyauté personnelle, mais une décision de travailler selon des règles. Ouvrir une enquête indépendante, soutenir financièrement les démarches de réparation et préparer l'annonce à Élise avec la plus grande délicatesse. La nouvelle se répandit cependant, comme le fait toute chose humaine, par des chemins imprévus. Un employé de l'entreprise, en découvrant des mouvements inhabituels de dossier, interpréta mal ce qui se tramait et en fit fuiter une rumeur. La rumeur arriva à une journaliste locale qui, intriguée, commença à fouiller. C'était le moment le plus dangereux. La vérité, qui devait être maniée avec soin, pouvait devenir arme de sensation. Pierre prit la décision, risquée à nouveau, de devancer la fuite. Plutôt que de subir un article au ton incendiaire, il prit la responsabilité d'annoncer l'ouverture d'une enquête indépendante. Mais avant cela, il prépara la rencontre la plus difficile. Il allait parler à sa fille. Ils se retrouvèrent dans le salon, entourés d'orchidées fanées et d'un silence qui pesait sur les meubles. Pierre prit la main d'Élise et chercha la façon de briser le mur. Il savait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une confession simple, ni d'une justification. Il s'agissait d'un témoignage humble. « Il y a des choses dont nous devons parler, commença-t-il, des choses qui concernent le passé. Je ne veux pas te faire de peine, mais tu dois savoir que j'ai demandé une enquête sur certains travaux anciens. Je veux que tu sois protégé. Je veux aussi que tu saches que je veux réparer. » Élise fixa son père, ses yeux cherchant des vérités qu'elle n'avait pas encore personnifiées. Il n'y eut pas d'explosion, seulement une accumulation de petites phrases, d'embarras, d'aveux timides. Elle écouta, silencieuse, son carnet posé à portée de main. Elle savait que quelque chose était en train de se tisser entre des mots d'adultes qu'elle n'avait pas le pouvoir de comprendre entièrement. Elle dit simplement « Je veux savoir la vérité, papa, mais je veux aussi que tu ne caches rien. » Les mots frappèrent Pierre comme une main légère et décisive. Il était prêt, pensa-t-il, à dire plus que nécessaire, à renoncer à la protection totale de son image si cela pouvait mener à une réconciliation avec la douleur. « D'accord, répondit-il, nous le ferons ensemble, avec discrétion et respect. » L'annonce à la presse suivit dans la journée suivante. L'entreprise annonçait l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions du chantier de la rive Est, ainsi qu'un fonds dédié aux aides pour les victimes et leurs familles.
Le communiqué, bien qu'attendu, eut un effet plus vaste que prévu. Certains y virent la preuve d'une volonté sincère, d'autres y lurent une tentative d'éteindre un incendie naissant. Les réseaux bruissaient, mais dans les coulisses, des actions concrètes se tenaient, des appels à des spécialistes, des rencontres avec des familles, des transferts pour études techniques. Pour Malik, la suite fut un équilibre constant entre les travails policiers traditionnels et ce rôle presque intime d'accompagnateur. Il partageait ses découvertes avec l'équipe d'audit, protégeait des témoins et veillait à ce que la parole des victimes ne soit pas instrumentalisée. Il veillait aussi au bien-être d'Élise, conscient qu'elle errait entre lumière et ombre. La confrontation directe eut lieu un soir pluvieux, dans la cuisine de la maison familiale, là où les gestes sont plus vrais et moins étudiés. Pierre et Malik y mêlèrent leurs récits. Pierre revint sur les décisions financières. Il expliqua, sans chercher à s'exonérer, comment les arbitrages s'étaient faits, comment l'urgence du moment avait pu pousser à des compromis. Malik parla de sa douleur, de ses parents, des nuits où il peinait à refermer la plaie. La tension monta parfois, mais elle ne vira jamais à la haine. Chacun mesurait le poids de ses responsabilités. « Je ne peux pas ramener les morts, » dit Pierre à la fin, la voix brisée. Mais je peux essayer de rendre justice à ceux qui restent. Je veux financer des réparations, soutenir des initiatives de prévention et surtout écouter. Malik regarda l'homme. Il comprit qu'il y avait dans ses paroles une sincérité qui n'efface rien, mais qui peut infléchir l'avenir. « Alors faisons le bien, répondit-il, pas pour l'image, mais parce que des gens ont besoin d'être entendus. » La décision fut prise. Une commission indépendante serait lancée, dirigée par des experts extérieurs et composée de représentants des victimes, d'ingénieurs, de juristes et de membres de la municipalité. Le fonds de réparation fut institué, alimenté notamment par un don significatif de l'entreprise de Pierre. Des campagnes de prévention furent promises. Pour certains, ces mesures étaient trop timides, pour d'autres, elles représentaient le premier pas d'une lente réparation. Mais la route vers la justice est rarement une ligne droite. Des voix se firent entendre, exigeant des comptes plus stricts, demandant des poursuites pénales. D'autres murmurèrent au sujet d'un arrangement délicat. Malik se trouva pris entre la logique de l'enquête policière et la volonté humaine de réparer sans anéantir des vies. Il fallut des arbitrages, des rencontres, des décisions aux conséquences imprévisibles. L'un des moments les plus difficiles survint lorsqu'une des familles qui avait perdu un proche exprima sa colère. Il refusait la façade d'une enquête contrôlée. Il voulait une vraie procédure judiciaire. Il ne désirait pas seulement de l'argent, mais la vérité publique. Malik assista à ces confrontations, parfois tendues, parfois violentes en paroles. Il comprit alors que la réparation matérielle est une chose et la reconnaissance publique une autre. Les deux étaient nécessaires, mais chacune exigeait son temps. Il tenta de rester le plus impartial possible, convaincu que seul un processus juste et transparent permettrait de panser les plaies sans en créer de nouvelles. Pierre, lui, accepta la critique sans la subir comme unique condamnation. Il reconnut publiquement ses responsabilités morales et s'engagea à soutenir des enquêtes extérieures, même si cela signifiait une exposition médiatique douloureuse. Son geste suscita des réactions mitigées. Pour certains, il s'agissait d'une parure destinée à masquer la faute. Pour d'autres, la sincérité du geste était réelle. L'important, pensait Malik, était que des mesures concrètes suivent les mots. Dans l'intimité, entre Pierre et Malik, la relation évolua. Elle n'était pas celle d'un ami d'enfance, ni celle d'un lien de subordination. C'était une relation bâtie sur une co-construction d'une vérité. Ils se rendirent ensemble sur le site où des équipes d'experts mesuraient la dangerosité des restes, prenaient des échantillons, retraçaient les séquences. Ils firent la connaissance de familles qui, chaque fois, tenaient dans les mains une photo, une histoire, un nom. Ces rencontres furent toujours accompagnées d'un respect silencieux. On ne marchait pas sur la douleur d'autrui. Élise, quant à elle, affronta ses propres contradictions. Elle vit son père différemment, moins de distance, plus d'ombre. Elle le trouva plus humain, moins inaccessible, mais parfois aussi plus fragile. Elle s'ouvrit davantage à Malik. Leur connexion, auparavant fragile et précaire, prit une forme plus assumée. Elle confiait des extraits de son carnet, il écoutait et répondait sans proscrire un jugement. Ils ne parlaient pas uniquement du dossier, ils partageaient des choses de leur quotidien, des banalités qui réparent. C'était dans ces instants que la vérité prit sa place, sans nuire à la tendresse. Le rapport final de la commission indépendante arriva après plusieurs mois de travail rigoureux. Il ne fit pas apparaître une seule main coupable, mais une accumulation de décisions et de négligences qui avaient abouti à une catastrophe évitable. Le langage du rapport était précis, il identifiait des responsabilités morales et recommandait des mesures contraignantes pour la sécurité des chantiers, la transparence des marchés publics et la mise en place d'une structure d'indemnisation plus rapide. Il ne se contentait pas de blâmer, il proposait des solutions. La publication du rapport déclencha des réactions mêlées.
Il y eut des appels à des poursuites pour ceux qui avaient sciemment caché des anomalies, il y eut aussi des discours politiques. Mais la partie qui intéressait le plus Malik et Pierre n'était pas la tempête médiatique, mais la création d'un espace de réparation. Le fonds fut activé, des aides furent distribuées et des mesures de prévention furent adoptées dans plusieurs chantiers de la ville. Dans le sillage de tout cela, la communauté affectée se forma en un réseau de solidarité. Des voisins organisaient des veillées, des collectifs de familles se rassemblaient pour soutenir ceux qui étaient encore fragiles. Les actions de prévention permirent d'éviter d'autres drames. Ce n'était pas une rédemption totale, mais une progression tangible. La relation entre Malik et Pierre, elle aussi, trouva une nouvelle assise. Il n'y eut pas de grand accord moral, pas d'oubli miraculeux, mais une compréhension lente. Pierre, qui avait si longtemps cru pouvoir acheter des réparations, réalisa que l'argent seul ne comblait pas l'absence. Il approcha la réparation comme un travail de temps, écouter, indemniser, transformer les méthodes. Malik, qui avait longtemps vécu avec la rage contenue d'un enfant privé de réponse, trouva dans cet engagement communautaire une façon de rendre sa perte signifiante. Il n'y avait pas d'éradication de la douleur, mais la douleur était maintenant entourée de gestes concrets. Le point de bascule moral fut une conversation simple entre Pierre et la femme qui avait perdu son frère. Ils se rencontrèrent, à la demande de cette dernière, dans un petit salon de quartier. Elle retarda l'homme, puis posa la question la plus directe. « Que comptez-vous faire pour que cela ne recommence pas ?» Pierre, sans phare, répondit. Il parla de nouvelles procédures, de contrôle, de fonds dédiés à la prévention. Il parla aussi de reconnaissance. Il reconnut qu'aucune mesure administrative ne ramènerait les morts, mais que des actions pouvaient honorer leur visage. La femme, après un long silence, hocha la tête. Ce n'était pas un pardon complet, mais un signe de possible réconciliation. Le récit ne se referma pas sur une victoire spectaculaire. Il se termina sur une amplitude plus humble, un entretien, un dossier, une action. Malik reprit sa place de policier, avec un regard accru sur l'ensemble, conscient que sa mission n'était pas de punir, mais de servir la société. Pierre continua de diriger ses affaires, mais différemment, plus attentif aux voix qui jadis n'avaient été que bruit de fond. Élise poursuivit son écriture, son carnet devenant un outil de mémoire et de lecture du monde, désormais partagé avec d'autres. Le dernier soir de ce long chapitre, Malik et Élise se promenèrent le long de la rive, où la lumière jouait sur l'eau comme une promesse incertaine. Ils parlaient des amis, des projets, des peurs. Élise serra son carnet contre elle comme on tient une promesse. Malik sentit une paix ténue, pas une fin, mais un commencement. Ils observèrent la ville et entendirent, au loin, les bruits familiers, tramways, voix, la vie qui reprend ses tics. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion publique où furent présentés les résultats concrets des mesures adoptées, Pierre prit la parole. Il ne chercha pas à faire un discours grandiloquent. Il parla de responsabilité, de douleur et de la nécessité d'une politique qui ne sacrifie jamais la vie aux marges. Il invita les familles à s'exprimer, puis prit un engagement. Ce que nous avons appris, et pour lequel nous sommes responsables en partie, ne se reproduira pas. Je m'engage à ce que nos pratiques changent et que ceux qui souffrent reçoivent une écoute et réparation. Je n'attends pas le pardon, mais je veux travailler pour la dignité. La salle, pleine d'émotions contradictoires, offrit des applaudissements mesurés. Ce n'était pas l'ovation d'une exécution politique, mais la reconnaissance d'un pas entrepris vers une meilleure manière d'habiter le monde. La fin de ce chapitre ne signa pas une conclusion totale. La justice avait son travail, la politique son fil et la mémoire son devoir. Malik reprit ses rondes, plus attentif aux détails, plus disposé à écouter. Pierre se rendit facilement compte qu'il devait travailler à la réparation plus que s'autoproclamer réparateur. Élise continua d'écrire, mais aussi d'écouter, de participer au groupe de soutien. Ils n'étaient pas guéris, ils étaient engagés. Et puis, un matin, alors que le soleil faisait vibrer la vitre du commissariat, Malik trouva un mot glissé sous la porte de son bureau. C'était d'Élise. « Merci » y était écrit, simple et sincère, pour avoir été la main qui m'a retenu au bord, pour ne pas m'avoir laissé tomber encore une fois. Il posa le papier contre sa poitrine et se sentit pour la première fois depuis longtemps en accord avec sa lutte. La vérité avait élargi l'espace, la réparation avait commencé. La ville respirait un peu mieux, non pas parce que tout avait été effacé, mais parce que des gens avaient choisi de regarder la douleur en face et de la transformer en acte. Maintenant que vous savez jusqu'où la curiosité et le courage peuvent mener, dites en commentaire ce que vous pensez que Pierre a découvert en secret, et partagez si vous voulez voir la suite de cette histoire.